La vérité, c'est que le mouvement de 89, c'est un mouvement d'une nouvelle classe française qui, au cours du XVIIIe siècle, avait pris conscience de son existence. À savoir quoi? La richesse mobilière. La richesse immobilière, c'était la terre, quoi, c'était l'aristocrate et le clergé qui possédaient tout. Et au cours du XVIIIe siècle, une classe nouvelle s'était constituée, richesse mobilière, c'est-à-dire quoi? Les banques, les manufactures, le grand commerce. Ben, ces gens étaient exaspérés de voir que c'était l'aristocratie qui possédait, comme on dit, les leviers de commande, et ils avaient décidé de s'en emparer. C'est ça le mouvement de 89. Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Afrophilo. La dernière fois, lors du dernier épisode, nous avons vu l'impact du processus démographique sur la suppression de l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième processus, à savoir l'évolution des structures sociales en Europe et dans quelle mesure cela a été un paramètre majeur à l'origine de la suppression de l'esclavage. Suivez-moi. La période allant de la fin du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle fut pour l'Europe la cristallisation d'un processus économique lent et complexe qui aboutit à la naissance d'une nouvelle classe nommée bourgeoisie. En guise de rappel, sous les royaumes féodaux européens, comme l'a mis en évidence les travaux de Georges Dumézil, on distinguait trois classes sociales. Les bellatores ou aristocrates qui remplissaient la fonction militaire et protégeaient les villes. Ce sont le roi et sa cour, en un mot la noblesse. Les oratores ou clercs religieux qui remplissaient la fonction administrative et intellectuelle. Et enfin, les laboratores ou serfs, travailleurs de la terre, qui remplissaient la fonction de la production alimentaire. L'évolution des techniques agricoles permit d'augmenter la productivité agricole et de ce fait permit à moins d'individus de s'occuper de la production alimentaire. Ces anciens serfs gonflèrent vite les rangs d'une classe d'artisans qui amélioraient graduellement les techniques d'artisanat. Tannerie, orfèvrerie, joaillerie, verrerie, etc. Certains artisans, tels que les orfèvres, dégagèrent grâce à ces évolutions de technique un temps supplémentaire pour d'autres activités. L'augmentation de la productivité agricole et alimentaire et de la démographie permit bientôt le commerce généralisé et même l'agiotage qui consistait à acheter des matières premières agricoles, les conserver et les vendre à des prix élevés pendant les saisons de pénurie. C'était le début du commerce et de la banque. Cette nouvelle classe, nommée bourgeoisie, finit très vite par détenir de fortes quantités d'argent et d'or, conduisant ainsi l'aristocratie à les intégrer dans le jeu de la noblesse. Le roi, par exemple, pour ses ambitions guerrières, recourait au crédit auprès des banquiers bourgeois. En France ou en Suisse, des banquiers tels que Delessert ou encore Necker jouèrent allègrement ce rôle à la veille de la Révolution française. Très vite, la bourgeoisie, privée des mêmes privilèges que l'aristocratie, le droit foncier sur les terres notamment, manifesta une conscience de classe et entreprit lentement, mais progressivement, à renverser le pouvoir et la vision du monde de l'aristocratie. La volonté d'abolition de l'esclavage par certains bourgeois européens prend son sens dans cet antagonisme. Le servage envers les Européens laboratores ou encore l'esclavage envers les peuples non européens et particulièrement les Noirs étaient des moyens d'exploitation et d'enrichissement liés à la vision du monde des aristocrates. Contrairement à ces derniers, les bourgeois introduisirent les droits de l'homme et l'égalitarisme à deux vitesses, accompagné d'un discours sournois qui permettra de relativiser le décalage entre l'idéologie égalitaire bourgeoise et la réalité de terrain. L'esclavage sera remplacé par la colonisation et le travail forcé, au nom de la civilisation des peuples inférieurs. En effet, la vision du monde de la bourgeoisie consistait à transformer les matières premières brutes en biens manufacturés, afin de générer de la richesse et croître le niveau de confort. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'aristocratie, elle, s'accommodait très bien des privilèges de l'ancien monde qui consistaient à subsister dans une léthargie rentière de la richesse héritée. C'est la naissance de l'opposition entre libéralisme, progressisme et parlementarisme bourgeois d'un côté et conservatisme aristocratique de l'autre. C'est donc l'origine de la gauche et de la droite version vintage. Nous en reparlerons dans les prochaines vidéos. L'Angleterre a été la première nation occidentale à expérimenter les antagonismes entre aristocratie et bourgeoisie
durant la décennie 1640 avec la Révolution glorieuse qui aboutit à la mise à mort du roi Charles Ier et à l'arrivée au pouvoir d'un parlementaire libéral bourgeois nommé Oliver Cromwell. Si vous voulez plus de détails sur cette page de l'histoire anglaise, n'hésitez pas à aller voir l'excellente vidéo de la chaîne nommée Questions d'Histoire qui traite de ce sujet. Un siècle plus tard, la France abolira l'aristocratie et ses privilèges pour de bon. Ce processus démarrera en 1789 avec la Révolution française et se terminera en 1871 avec l'avènement de la Troisième République. Vous remarquerez que l'esclavage transatlantique se déroula entre le XVe siècle, siècle de la Renaissance européenne et de la consolidation des monarchies en Europe de l'Ouest, avec des batailles importantes telles que celle de la Ciotat qui marque la fin de la domination arabe sur le continent européen, et le XIXe siècle, qui marque la fin définitive des monarchies fortes et donc de l'aristocratie. Le XIXe siècle, et particulièrement la fin du XIXe siècle, fut la période par excellence de la domination bourgeoise avec la naissance des banques, du grand commerce et de l'industrie. En guise d'exemple, n'hésitez pas à vérifier la date de naissance de l'ancêtre de votre banque. Il y a une grande probabilité qu'elle naquit durant cette époque. La Société Générale, par exemple, naquit en 1864. Le Crédit Lyonnais en 1863. La BNP Paribas, anciennement Société Générale de Belgique, en 1822. À cette époque, les lois permettant la création des sociétés anonymes, c'est-à-dire un actionnaire étranger à l'entreprise familiale peut investir, sont ratifiées en 1807 en France. Les artistes et auteurs tels que Balzac ou encore Gustave Flaubert décrivent parfaitement la montée du monde bourgeois, notamment en France. Je vous invite par exemple à la lecture de la comédie humaine de Balzac avec la trilogie Illusion perdue, Le Père Goriot et Grandeur et misère des courtisanes, ou encore d'autres romans tels que César Birotteau ou Madame Bovary par exemple. En Angleterre, cela correspond à l'époque victorienne et vous pouvez lire les romans de Charles Dickens tels qu'Oliver Twist par exemple. Il n'est donc pas étonnant que la fin du XIXe siècle, à partir des années 1850, fut la période de la pénétration européenne à l'intérieur des terres africaines, et surtout la période par excellence de la course à la colonisation des terres et des peuples africains. Il faut rappeler que la conférence de Berlin se déroula entre novembre 1884 et février 1885. Voici quelques dates clés de missions coloniales qui confirment tout cela. Les missions de Louis-Léon César Faidherbe pour la France au Sénégal se déroulèrent entre 1854 et 1865. Les missions de David Livingstone pour l'Angleterre entre 1854 et 1873, il partit de l'Afrique du Sud à l'Afrique centrale. Les missions de Savorgnan de Brazza pour la France au Bas-Congo entre 1880 et 1905. Les missions d'Henry Morton Stanley pour Léopold II en Afrique centrale entre 1870 et 1890. Et enfin, la mission Jean-Baptiste Marchand, dite Congo-Nil, pour la France entre 1896 et 1899. Ainsi, l'esclavage fut à l'aristocratie ce que la colonisation fut à la bourgeoisie. En conclusion, le plus important à retenir dans cet épisode est que le passage de l'esclavage à la colonisation ne s'est pas juste fait par le hasard de l'histoire. Cela a été une conséquence directe du passage de l'histoire européenne d'une société aristocratique à une société bourgeoise. L'ancien monde aristocratique est plutôt assimilé au servage en Europe et à l'esclavage des Noirs dans le Nouveau Monde, et le Nouveau Monde avec la bourgeoisie qui est plutôt assimilée avec la colonisation, l'exploitation des matières premières, la transformation et ensuite l'industrie. La compréhension de ces catégories est fondamentale si vous voulez comprendre les trajectoires que prendront les différents courants du panafricanisme tardif, à savoir le panafricanisme révolutionnaire, le panafricanisme radical et le panafricanisme réformiste. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter ou encore partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt.